On commence aujourd'hui avec une nouvelle qui est à la fois tragique et terriblement familière. Un bateau de migrants qui chavire, on l'entend si souvent que voilà, le risque c'est de ne plus vraiment écouter. Mais aujourd'hui, on va faire exactement le contraire. On va s'arrêter sur un seul événement. Un seul. Rapporté le 1er janvier 2026 au large de la Gambie. Pour faire ça, on a une unique source. C'est une dépêche assez courte d'Al Jazeera. C'est notre point de départ. Et l'idée, ce n'est pas juste de relater les faits, mais de prendre cette dépêche et de tirer sur chaque fil pour voir ce qui se cache derrière. Le contexte, les jeux de pouvoir, la réalité humaine. Bon, décomposons cela. C'est exactement la bonne approche. Un drame comme celui-ci, ce n'est jamais un simple accident. C'est le point final, visible, tragique, d'une très longue chaîne de causes et de conséquences. C'est le symptôme d'un système. Un système qui implique des routes migratoires, des politiques décidées à Bruxelles à des milliers de kilomètres et bien sûr la vie de centaines de personnes. Cette dépêche, en fait, c'est une fenêtre. Une fenêtre sur un monde bien plus vaste. Alors justement, commençons par la fenêtre, parce qu'on voit tout de suite les faits bruts, tels que l'article les présente. On a un bateau, avec plus de 200 personnes à bord, qui a chaviré dans la nuit de jeudi. C'était près de la région de North Bank, en Gambie. Le bilan est encore incertain, mais il est déjà lourd. Au moins 7 corps retrouvés, 96 personnes secourues, beaucoup gravement blessées, et ce chiffre qui fait froid dans le dos, des dizaines de disparus. C'est ce qui veut dire des dizaines de familles qui n'auront jamais de réponse. Probablement jamais. Exactement. L'article précise que c'est la marine gambienne qui a mené les secours après un appel de détresse, et elle a été aidée par un bateau de pêche local. C'est un détail, mais ça montre souvent que la première aide, il vient de ceux qui sont sur place, les gens de mer. Et puis il y a ce détail qui sonne un peu technique au milieu de tout ça. Le navire a été retrouvé échoué sur un banc de sable. Pas juste coulé, mais échoué. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ah, ça, c'est un indice potentiellement très révélateur. Un banc de sable, ce n'est pas un rocher qui surgit en pleine mer. Ça suggère qu'ils étaient proches de la côte, ou en tout cas dans des eaux peu profondes. Et ça peut vouloir dire deux choses. Soit une méconnaissance totale des lieux par les passeurs, c'est possible, soit, et c'est, je pense, plus probable, une tentative désespérée. La dernière chance. Le moteur lâche, le bateau prend l'eau, et le pilote tente de l'échouer sur la plage la plus proche. Et le banc de sable devient le dernier piège juste avant le salut. Le dernier piège. Et dans ce premier récit, l'article glisse une toute petite phrase qui pourrait sembler anodine. Il est écrit que plusieurs des victimes ont été identifiées comme n'étant pas de nationalité gambienne. Ah, voilà. Ça, ce n'est pas un détail, c'est une information capitale. C'est le point de bascule de toute l'analyse. Ça change complètement la perspective. On n'est plus face à un drame de Gambiens qui quittent la Gambie, on comprend que le pays n'est pas seulement un point de départ, c'est une plaque tournante, un hub si on veut. Des gens qui viennent du Sénégal, de Guinée, du Mali, peut-être même de plus loin, convergent là pour tenter la traversée. Le fait que les victimes ne soient pas toutes gambiennes, ça change tout. Ça veut dire que ce n'est pas juste un drame local, mais le point d'arrivée d'une route bien plus vaste. C'est quoi exactement cette route de l'Atlantique? C'est l'une des routes migratoires les plus meurtrières aujourd'hui. Elle part des côtes de l'Afrique de l'Ouest, Mauritanie, Sénégal, Gambie, et elle vise les îles Canaries. Et les Canaries, c'est un territoire espagnol, donc une porte d'entrée vers l'Europe. C'est une traversée en haute mer extrêmement, extrêmement dangereuse, sur des embarcations qui sont juste des pirogues de pêche, quoi. Pas du tout faites pour affronter l'Atlantique. Et c'est là que l'article d'Al Jazeera nous les face à un vrai casse-tête. Il nous donne 2 statistiques, 2 chiffres officiels qui ont l'air de se contredire totalement. Le premier, il vient d'une ONG, Caminando Fronteras. Ils sont très actifs sur le terrain. Eux, ils disent plus de 10 000 personnes sont mortes sur cette route en 2024. Une hausse de 58% par rapport à l'année d'avant. C'est une explosion. 10 000 morts. Il faut s'arrêter une seconde sur ce chiffre. C'est la population d'une petite ville, engloutie, en un an. C'est vertigineux. Et juste après, l'article donne le deuxième chiffre, celui de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières. Eux, ils annoncent une chute de 60% des migrations irrégulières sur cette même route pour les 11 premiers mois de 2025. Et l'article explique ça par des efforts de prévention renforcés de la part des pays de départ. Alors là, j'avoue, je suis un peu perdu. Moins de bateaux, mais beaucoup plus de morts. Comment c'est possible? C'est là la question.
Et la réponse est vraiment au cœur du drame. En fait, ces deux chiffres ne se contredisent pas. Ils sont les deux faces de la même pièce, les deux conséquences d'une même politique. La baisse des traversées que célèbre Frontex, c'est le résultat direct de la politique européenne d'externalisation des frontières. On y reviendra. En gros, l'UE finance et équipe les pays côtiers africains pour qu'ils empêchent les départs, pour qu'ils interceptent les bateaux dans leurs propres eaux. Vu de Bruxelles, c'est un succès. Les chiffres des arrivées en Europe baissent. D'accord, ça c'est pour la baisse des traversées. Mais alors, comment ça explique la hausse terrible du nombre de morts? Parce que cette politique ne supprime pas les raisons du départ. Le désespoir, lui, il est toujours là. Donc, au lieu d'arrêter le phénomène, on le rend simplement plus dangereux. Les routes directes, plus courtes, sont surveillées de près. Qu'à cela ne tienne, les passeurs vont prendre des routes beaucoup plus longues, beaucoup plus au large, pour éviter les patrouilles. Les bateaux sont interceptés plus souvent. Alors pour que le risque en vaille la peine, on va surcharger encore plus les pirogues. On va mettre 200 personnes là où il y en avait 100. Donc si je résume crûment, le succès de la politique européenne, qui se mesure en baisse des arrivées, a pour conséquence directe une augmentation du risque mortel pour ceux qui tentent quand même. Ça passait, mais le voyage devient exponentiellement plus mortel. C'est pour ça que le terme utilisé par Frontex, effort de prévention, est un euphémisme terrible. D'un point de vue européen, c'est de la prévention. Du point de vue d'un jeune à bord d'une pirogue, c'est une augmentation drastique de ses chances de mourir. Ce paradoxe est glaçant. Pour y voir plus clair, il faut peut-être se demander qui sont les acteurs dans cette histoire. Qui a intérêt à ce que ça se passe comme ça? On a d'un côté les migrants qui risquent tout. De l'autre, les autorités gambiennes qui gèrent les naufrages. Et enfin, loin, très loin, l'Union européenne et Frontex. C'est un jeu à trois, avec un rapport de force qui est totalement déséquilibré. L'UE, c'est l'acteur le plus puissant. Elle a le pouvoir financier, le pouvoir politique. Elle peut dire à un pays comme la Gambie, écoutez, si vous contrôlez vos côtes, si vous empêchez les départs, on vous donnera des aides, des équipements, des accords commerciaux. C'est une offre difficile à refuser pour un petit pays. Donc les bénéficiaires à court terme, ce sont les gouvernements européens. Ils peuvent afficher des statistiques en baisse. Oui, c'est une victoire politique interne pour eux. Le coût, lui, est payé par d'autres. Le coût ultime, en vies humaines, est payé par les migrants. Mais il y a un autre coût, moins visible, qui est payé par les pays africains eux-mêmes. La Gambie, dans cette histoire, doit mobiliser sa marine, ses hôpitaux, gérer les corps, le traumatisme d'avoir un cimetière marin devant ses plages. Tout ça pour gérer les conséquences d'une politique qui a été décidée à Bruxelles. Tu parlais tout à l'heure d'externalisation des frontières. Ça me fait penser à une entreprise qui sous-traite un service qu'elle ne veut pas faire. C'est un peu ça? C'est une excellente analogie, c'est exactement ça. L'Europe délocalise le travail difficile et moralement complexe du contrôle des frontières. Elle le délègue à des pays tiers en échange d'argent, d'influence. Et le résultat, c'est que la frontière européenne ne commence plus en Espagne ou en Italie, elle commence sur les plages de Gambie. Et les drames qui s'y jouent deviennent, aux yeux de l'opinion publique en Europe, des problèmes africains. Mais cette dépêche, même si elle est très riche, elle reste silencieuse sur beaucoup de choses. On ne voit que la surface, que la conséquence. Bien sûr. Le silence le plus assourdissant, c'est celui des personnes concernées. On n'entend aucun survivant, aucune famille. Leurs voix sont absentes. Qui étaient-ils? Pourquoi sont-ils partis? Qu'est-ce qu'ils espéraient? L'article, par son format, les réduit à des chiffres. 96 secourus, 7 morts. On perd toute l'humanité derrière. Et au-delà des voix, il y a les causes profondes. L'article mentionne les raisons économiques, mais ça reste très vague. C'est le deuxième grand absent, le contexte structurel. Pourquoi un jeune Malien de 20 ans est-il prêt à risquer une mort quasi certaine dans l'Atlantique? La réponse n'est pas simple. C'est un mélange de chômage de masse, de manque total de perspective, d'instabilité politique, de corruption et de plus en plus les effets du changement climatique qui détruisent l'agriculture ou la pêche. En fait, l'article nous montre la fumée, mais il ne décrit pas l'incendie qui ravage le bâtiment. Et puis il y a ce fameux effort de prévention. On ne sait toujours pas ce que ça veut dire concrètement. C'est le troisième angle mort. Est-ce que ce sont des accords financiers, secrets, des formations pour apprendre aux gardes-côtes à intercepter plutôt qu'à sauver, des campagnes de communication? Ce flou arrange tout le monde parce qu'il empêche de voir la mécanique précise de cette politique et, surtout, d'en évaluer la responsabilité quand un drame arrive. Tout ça nous force à nous poser des questions qui vont bien au-delà de cette simple dépêche finalement. Si on devait prendre un peu de recul, quelles seraient les questions essentielles à se poser? Je pense qu'il y en a 3 principales.
La première, elle concerne la nature de la coopération entre l'Europe et l'Afrique. Est-ce qu'on peut imaginer un jour une coopération qui ne soit pas uniquement basée sur la sécurité et le contrôle, mais qui s'attaque vraiment aux causes profondes? La deuxième question, elle concernerait les médias et notre rôle à nous aussi. Comment on raconte ces histoires sans tomber dans le piège des chiffres, sans déshumaniser? Comment redonner un visage, une histoire à ces personnes? C'est crucial. Et la troisième question, peut-être la plus importante pour l'avenir du continent africain. Quel est l'impact à long terme de cette immigration, de cette hémorragie? On parle souvent de fuite des cerveaux, mais ici c'est une fuite des bras, de la jeunesse, de la force vive des nations. Chaque bateau qui coule, c'est un peu de l'avenir de ces pays qui sombrent avec lui. Et qu'est-ce que ça signifie alors pour le futur? Deux choses me semblent claires. Premièrement, la gestion des migrations devient un enjeu de souveraineté majeur pour les États africains. Ils sont coincés entre le marteau européen avec ses pressions et l'enclume de leur propre jeunesse qui demande un avenir. Trouver cet équilibre est un défi immense. Et deuxièmement, tant que des modèles de développement endogènes qui créent de vraies opportunités pour les jeunes ne seront pas mis en place, ces tragédies continueront. Elles sont le symptôme le plus cruel de l'urgence à construire des États qui servent leur population avant de servir des intérêts étrangers. C'est fascinant de voir comment on est parti d'une dépêche de quelques paragraphes pour arriver à des enjeux de souveraineté, de modèles de développement. Tout est lié. Merci pour ces éclaircissements. Pour finir, j'aimerais revenir sur ce détail qui a tout déclenché, le fait que les victimes n'étaient pas toutes gambiennes. Ça nous laisse avec une dernière pensée, une question un peu provocatrice. Au moment où les politiques européennes fragmentent les routes, dressent des murs en mer et transforment des pays frères en gardiens de prison pour leurs voisins, quelle forme prend la solidarité panafricaine? Quand un Malien, un Guinéen et un Sénégalais se retrouvent sur la même pirogue au large de la Gambie, partageant le même destin tragique, qu'est-ce que ça révèle? D'un côté, un destin continental partagé, dans la misère et l'espoir. Mais de l'autre, peut-être, l'échec de cette solidarité, puisque c'est sur les côtes d'un pays frère qu'ils meurent ou qu'ils sont interceptés. La mer, dans ce cas, n'est-elle pas le miroir cruel des frontières bien réelles, qui persistent, non seulement entre l'Europe et l'Afrique, mais aussi à l'intérieur même du continent?